Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette première plénière de notre congrès, la plénière d'ouverture. Donc, il est convenu que je garde mon masque pour m'exprimer durant toute cette plénière, puisque nous sommes ici en présentiel. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous présenter les co-intervenants, nos invités aujourd'hui. Donc, à ma droite, Jean-Jacques Hudevillers, ancien président de la CE, président d'honneur de la CE. Il dirige un cabinet connu, je puis dire, qui s'appelle l'UGGC, on est le fondateur. Donc je le remercie pour sa présence. Il nous fera part de son expérience dans le cadre des événements récents et de la manière dont il a géré, et dans la manière dont il anticipe les grands mouvements et, j'allais dire, les événements importants qui vont se dérouler dans les prochains mois. À ma gauche, William Feugère, président d'honneur de la CE également. Il a été aussi président de la CE il n'y a pas si longtemps que ça. William nous entretiendra aussi de son expérience sur les derniers mois, la manière dont il a adapté son activité pour faire face à la situation que nous connaissons. Anne-Sophie Nardon, à gauche. Anne-Sophie Nardon est la présidente, elle s'occupe en réalité de ce qui est extrêmement important pour nous à la CE, c'est-à-dire de gérer l'ensemble de nos commissions de travail. Donc Anne-Sophie a coordonné ces commissions durant la période qui s'écoule et celle qui s'annonce pour qu'on puisse effectivement répondre et analyser les besoins de nos confrères et de nos clients dans un temps restreint. Donc, elle nous entretiendra également de la manière dont tout s'est organisé et puis j'allais dire, la manière dont elle envisage, elle aussi, la période qui s'annonce. En fait, Sophie Lapissardi, Sophie, elle gère, elle fait beaucoup de choses à la CE, mais elle gère la commission des soft skills. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir son avis parce que je crois que nous avons besoin de faire appel à des méthodes innovantes. On doit sortir de notre zone de confort. Dieu sait si on est sorti de notre zone de confort sur les derniers mois. Et maintenant, il va falloir qu'on soit en capacité d'avancer. Mais avant de vous entretenir du sujet de la plénière, je me permets de vous faire part de résultats d'un sondage que nous avons mené. Vous savez, vous ne pourrez pas l'ignorer qu'on est en pleine campagne pour le Conseil national des barreaux, que la CE présente deux listes, une liste en province et une liste à Paris. Et dans ce cas, nous avons souhaité interroger nos confrères sur les questions qui nous semblaient importantes, au regard bien sûr de l'actualité que nous vivons. Ce sondage a été clôturé hier et notre objectif est à l'issue de l'analyse de ces sondages, préparer un programme qui correspond aux préoccupations de nos confrères et afin de porter dans les 3 prochaines années, de la nouvelle mandature au Conseil national des barreaux, des réponses concrètes à des attentes pragmatiques. Donc, je vous propose en introduction d'étudier rapidement ensemble les résultats de ce sondage. Donc, voilà. J'espère qu'on sera en capacité de pouvoir vous les diffuser facilement. Voilà. Donc, je me permets d'enlever mon masque parce qu'on me dit en régie qu'on ne m'entend pas assez. Donc, je vais essayer de respecter la distanciation sociale et faire en sorte de ne pas gêner mes voisins de table. Donc, il y a on ne va peut-être pas lister la totalité des réponses qui ont été apportées à ce sondage, mais peut-être se concentrer sur certaines en particulier. La première est, me semble-t-il, une question qui synthétise l'attente de nos confrères et à laquelle il nous faut, j'allais dire, dans l'ensemble de nos démarches et dans l'ensemble des actions que nous allons mettre en place au Conseil national des barreaux, bien sûr, mais pas que, dans notre vie quotidienne à la CE. La première question était la suivante. Notre déontologie doit-elle s'adapter aux défis économiques d'aujourd'hui et de demain? Est-ce que notre déontologie doit être, si ce n'est rénovée, du moins modernisée?
Et là, la réponse est sans appel. Les confrères interrogés répondent pour 81% d'entre eux qu'ils estiment nécessaire que notre déontologie soit modernisée. Mais ce qui est intéressant dans la suite du sondage, c'est que bien qu'il y ait effectivement cette volonté affirmée de voir une innovation des principes déontologiques, nos confrères restent fortement attachés aux principes essentiels de notre exercice. Parce qu'il y a, et je vais par exemple vous en citer quelques-unes après, il y a des questions auxquelles nos confrères répondent par la négative. Nous allons les voir. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une volonté de rénovation, mais quand même le souhait de préserver nos principes essentiels. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en tienne compte. Et c'est, de mon point de vue, un très bon signe. C'est-à-dire que nous sommes une profession avec une déontologie forte, à laquelle nous sommes férocement attachés. Et il est intéressant de voir que c'est le cas des confrères que nous avons interrogés et qui ont accepté de répondre aussi. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à innover, mais pas à tout sacrifier. Et ça, je crois que c'est une bonne chose dans notre contexte. Alors, il y a une question après qui est assez intéressante puisque c'est d'actualité. Et le Conseil national des barreaux s'est prononcé, du moins, le sujet a été débattu la semaine dernière, autoriser le partage d'honoraires. Eh bien, on voit que massivement, alors vous voyez, la manière dont le sondage a été organisé, c'est qu'on passe de 0 à 5 sur une gradation, et que 0, c'est pour affirmer que vous n'êtes absolument pas d'accord et que vous trouvez que c'est une très mauvaise idée, et 5, une très bonne idée. Nous considérons qu'à partir de 3, du niveau 3 ici, le sondé est plutôt favorable. Donc là, on voit donc, le 4 et le 5, on arrive quand même à 62% des personnes qui ont été interrogées et qui ont accepté de répondre sont positivement favorables, c'est une redondance, mais enfin, sont favorables au fait de partager les honoraires. Là où c'est aussi extrêmement intéressant, puisque le sujet a été aussi débattu pas plus tard que la semaine dernière. Autoriser le recours à l'apport d'affaires, pensez-vous que c'est une très mauvaise idée ou une très bonne idée? Et là, pareil, à l'instar de ce qu'il a été fait sur le partage d'honoraires, les réponses qui ont été formulées, on a quasiment le même retour, à savoir que les confrères sont majoritairement favorables à ce que la profession réglemente l'apport d'affaires. C'est intéressant parce qu'on sent bien que dans certaines composantes de notre profession, il y a beaucoup d'objections, parfois de principes, j'allais dire à la simple réflexion de cette réforme. Or, on voit bien que les confrères quand même expriment le souhait qu'on y réfléchisse. Je rappelle que la réflexion doit être toujours vue sous l'angle de l'attachement essentiel que nos confrères expriment à nos principes déontologiques. Donc, réfléchir n'exclut pas annihiler la pertinence de nos principes essentiels. Alors là, nous avons aussi une question, autoriser l'emploi du pacte d'Ecotalitis. Donc, assez étonnamment, mais il faudra qu'on y réfléchisse, à mon avis, plus précisément, c'est très partagé sur le sujet. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quasiment autant de gens qui trouvent que c'est une très mauvaise idée que ceux qui trouvent que c'est une excellente idée. Il y a un léger avantage pour l'excellente idée, mais enfin, il ne faut pas ignorer qu'il y a quand même 24% des gens qui ont répondu qui indiquent qu'ils n'y sont pas favorables. Donc, ça veut dire que sur cette question-là, il faudra très certainement qu'on retourne vers nos confrères pour affiner et comprendre réellement ce qui bloque. Parce qu'aujourd'hui, le sondage, il a été fait de telle sorte qu'il n'est le reflet qu'à un instant T et on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais ça veut dire que pour nous, à la CE, ça restera un axe de travail important. Et là, ça illustre assez bien ce que je vous disais tout à l'heure, la prochaine question, c'est-à-dire le fait que nos confrères restent attachés à des principes essentiels. Lorsque l'on évoque l'ouverture de nos structures d'exercice aux capitaux extérieurs, naturellement, le premier principe essentiel qui vient à l'idée, c'est l'indépendance. D'ailleurs, ce principe est cité dans la question même. Et là, on voit bien aussi qu'il y a une note très moyenne et que c'est partagé. On peut même dire que c'est plutôt défavorable d'une courte majorité, mais enfin quand même. Donc là,
il est important aussi, c'est une des doctrines de la CE, donc je pense qu'il sera important aussi pour nous de réfléchir à la manière dont on peut adapter nos propositions au regard de cette expression qui n'est pas favorable. William, tu veux prendre la parole? J'ai juste un commentaire. Je pense que si on avait posé la question il y a encore 2-3 ans à la profession, on aurait eu des résultats qui auraient été très différents avec une très large majorité contre. Donc le fait que ce soit partagé est déjà intéressant et montre qu'il y a, à mon avis, de profondes évolutions dans les réflexions de nos confrères sur le sujet. Une même typologie de questions, ouvrir l'interprofessionnalité aux professions non réglementées tout en garantissant l'indépendance des avocats. Et là, on a effectivement un taux de rejet qui est légèrement supérieur à ce qu'on a à l'ouverture sur les capitaux extérieurs, mais on est sur un positionnement non favorable. Donc, là, pareil, on a mis le concept d'indépendance dans la question même. Je pense que ce n'est pas anodin. Donc, ça veut dire que sur ces principes-là, on a effectivement un attachement important de nos confrères. Et de mon point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle. Promouvoir un socle déontologique commun, profession réglementée du droit. Là, majoritairement favorable. Donc, on voit bien que lorsqu'on parle de profession réglementée du droit, on parle du milieu juridique, eh bien, nos confrères sont favorables à un rapprochement. De toute façon, c'est déjà le cas, hein, puisqu'on a l'interprofessionnalité. On a aussi la possibilité de détenir des capitaux dans des sociétés d'exercice qui ne sont pas des structures d'avocats, et l'inverse est également vrai. Donc, on voit bien que nos confrères ont assimilé que maintenant, ils vont passer à une étape supérieure, qui est effectivement la rédaction d'un socle déontologique commun. Dans la ligne de la volonté de voir notre déontologie améliorée, réformée, peu importe le terme qu'on emploie, à la question, pensez-vous qu'il soit nécessaire d'étendre les champs d'activité de la profession et de nos cabinets? Massivement, oui. 76% des personnes qui ont répondu estiment qu'il est nécessaire d'étendre le champ d'activité de l'avocat. Une sous-question, assouplir les règles applicables au développement des mandats spécifiques auxquels peuvent prétendre les avocats. Là, pareil, on a une majorité pour. J'espère que je ne développe pas trop rapidement, mais c'est vrai qu'on a de toute façon un timing à respecter. Encourager, toujours dans le même état d'esprit, l'ouverture de nos activités à de nouvelles missions, notamment mandataires de protection future, personnel qualifié. Les confrères sont majoritairement favorables, ce qui est logique. Ensuite, quand on rentre dans des questions de nature un petit peu plus institutionnelle, la question est la suivante. Pensez-vous qu'il relève du Conseil national des barreaux de promouvoir une nouvelle organisation de cabinet qui intègre le télétravail et la mutualisation des moyens entre confrères? Là, la réponse est majoritairement favorable. C'est-à-dire qu'au-delà de l'institution représentative qu'est le Conseil national des barreaux, les confrères attendent un peu plus de ce qu'ils peuvent offrir, sachant que le Conseil national des barreaux offre déjà quand même beaucoup de services. Ils attendent qu'il y ait un travail sur ces questions de télétravail et mutualisation des moyens. Sur des questions plus corporatistes, si je puis dire, à la question « Souhaitez-vous que le taux de TVA des honoraires pour les prestations rendues aux particuliers soit réduit ?» Bien sûr, là, on voit 75% de nos confrères, ils sont favorables. Un autre point de programme, une autre question, négocier avec les pouvoirs publics les réformes nécessaires pour que la part des honoraires restant à la charge des particuliers soit déductible de l'assiette de l'impôt dans une limite à définir. Pareil, 56% sont favorables, ce qui n'est pas surprenant. Mettre en place une grande réflexion nationale sur l'organisation des cabinets en vue d'émettre des recommandations au bénéfice des confrères, pour les accompagner dans la mise à place de processus internes organisationnels, parce qu'on s'est rendu compte à l'issue de la crise, je pense qu'on en parlera, que les cabinets organisés, et j'entends pas organisés forcément avec une multitude d'associés, c'est-à-dire qu'avec des réflexes de gestion, s'en sont quand même mieux sortis que ceux qui n'avaient pas adapté au sein de leur structure des méthodes de gestion classiques. Ensuite, on a des questions que je passe assez rapidement. Créer le bulletin économique du Conseil national et publier régulièrement les résultats des enquêtes menées sur les attentes des marchés. Alors, c'est vrai que le Conseil national a toujours fait beaucoup d'enquêtes qui
tous les ans, il y en a au moins une, voire deux par an, qui sont faites par l'Observatoire de la profession qui est logé au Conseil national des barreaux. Donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus récurrent avec un aspect économique et marché. Donc, c'est plutôt favorable, naturellement. Après des questions extrêmement pragmatiques, créer un service de collecte et d'assistance à la réponse aux appels d'offres. C'est vrai qu'on est très mal organisé dans la profession pour répondre aux appels d'offres. Or, il y en a beaucoup, souvent ignorés. Donc, la plupart des confrères sont naturellement favorables à ce que le Conseil national des barreaux puisse effectivement jouer ce rôle de filtre et de recenser en un seul endroit, parce que toutes les appels d'offres sont effectivement publiés, mais sur des supports différents. Donc, c'est ce qui rend la chose difficile. Donc, l'idée serait que le Conseil national puisse être en capacité de les réunir tous dans un même lieu et que les confrères puissent y accéder. Là, sur des questions de structuration des barreaux, accompagner le regroupement des plus petits barreaux par ressort de cour d'appel pour rationaliser et optimiser leurs moyens au bénéfice des services des confrères, en sachant que c'est déjà le cas dans de nombreux barreaux. Beaucoup de CARPA ont fusionné à cet effet sur l'ensemble du territoire. Donc, l'idée, c'était de voir quelle serait la réaction des gens interrogés, et on voit que les réponses sont plutôt favorables. Promouvoir la création d'un organe disciplinaire national. Alors là, on voit que il n'y a pas forcément une majorité pour, même si on a 33% qui trouvent que c'est une excellente idée, il ne faut pas qu'on ignore les presque 40% qui ne sont pas convaincus par la pertinence de cette réforme. Donc c'est assez intéressant. Et là, rétablir un dialogue constructif entre le gouvernement et le CNB en créant un référent CNB au sein du ministère. Et là, on voit quand même 60%, voire presque en réalité, si je mets le 3 et le 4 associés, je suis à quasiment 90% des confrères sondés, pensent qu'il y a effectivement une réforme à mettre, une réflexion à tout le moins à mettre en œuvre sous cet angle. En tout cas, ils se sentent concernés. Voilà, ils se sentent concernés parce que la quasi-totalité des gens qui ont accepté de répondre ont répondu à cette question, et les aspects favorables sont à près de 90%. Donc ça veut dire que les confrères se sentent concernés et qu'ils estiment que c'est une réflexion qui doit être menée. Il y avait aussi l'économie dans la question. Justice et économie, ce qui est intéressant oui, aussi. Oui, je te remercie de le préciser. Exactement. C'est-à-dire que le ministère, en fait, c'est très intéressant que la question ait été posée comme ça, mais que les réponses soient aussi favorables sur les deux. Parce qu'il y avait des réticences longtemps aussi sur le fait d'être trop proche du ministère de l'économie. Oui, sauf qu'on sait que c'est Bercy qui dirige, qui tient la bourse et qui n'affecte pas des budgets pour la justice. Donc je crois que, et puis nous à l'ACE, on est quand même souvent en relation avec des services qui dépendent directement de Bercy. Donc c'est vrai qu'on a toujours estimé les dernières grandes réformes de la profession. Je rappelle que les lois Macron, c'était pas Macron président, mais Macron ministre de l'économie et des finances. Donc bon, on a quand même un glissement de la chancellerie vers Bercy qu'il ne faut pas ignorer. Donc il serait grand. Et puis bon, certains de nos concurrents du chiffre, ils sont chez eux, ils sont vraiment chez eux, et il serait bien qu'on y soit un peu nous aussi chez nous. Promouvoir le caractère écrit des procédures. Donc il y a une partie de ce sondage qui effectivement est à destination de ceux qui pratiquent une activité judiciaire. Donc, promouvoir le caractère écrit des procédures en défendant le maintien des audiences au regard de la volonté des parties. Visio ou présentiel, l'idée serait de laisser la liberté aux parties de tenir une audience en présentiel ou une audience en visioconférence, et de laisser l'opportunité aux parties de juger de la pertinence ou pas. Et là, on voit que c'est naturellement plutôt favorable. Limiter les prorogations des délibérés et assortir chacune d'elles d'une demande préalable motivée adressée au président de juridiction concerné qui l'acceptera ou la refusera. Là, on voit aussi qu'il y a effectivement une large majorité qui serait favorable à la mise en place de ce type de procédure.
Sur des questions d'organisation interne, à la question « Pensez-vous nécessaire de moderniser la collaboration libérale ?» Là aussi, ça fait partie des questions où on a une majorité très forte pour la mise en œuvre d'une réforme de la collaboration libérale. À la suite de ces questions, les sondés étaient invités à se positionner sur des questions spécifiques au contrat de collaboration. La première était assurer collectivement la perte de collaboration. Donc on voit que là, c'est majoritairement favorable, bien qu'on ait quand même 17% des gens interrogés qui sont opposés à l'assurance perte collaboration collective, c'est-à-dire que chaque confrère contribuerait effectivement à ce qu'elle soit assurée. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de l'assurance perte de collaboration, c'est que les assureurs trouvent que le risque est bien trop fort par rapport au nombre de cotisants, ceux qui cotisent et qui. Donc, l'idée serait d'arriver à formuler, à faire en sorte que l'ensemble de la profession cotise pour qu'il y ait effectivement une répartition un peu moins lourde du risque sur l'assureur. Voilà. Permettre au cabinet aux collaborateurs de fixer librement les conditions d'application du droit à la déconnexion. Donc ça, je crois que c'était un rapport qui avait été présenté au Conseil national des barreaux la semaine dernière. Il a été débattu également. Le sondage a été mis en ligne avant l'Assemblée générale, et donc depuis la position qui a été prise est assez proche des résultats que l'on a sur cette question, puisque majoritairement nos confrères ont exprimé la volonté de faire en sorte qu'effectivement le droit des connexions ne soit pas imposé, mais négocié dans le cadre de l'exécution du contrat de collaboration, du moins qu'il y ait au moins des grands principes et je crois que c'est exactement ce qui a été voté, me semble-t-il, à l'Assemblée générale de vendredi dernier. Favoriser la collaboration ponctuelle, multiple et interbarreaux. Donc ça, effectivement, on a des réponses favorables. Promouvoir la création d'une grande école de droit commun aux avocats et aux magistrats. Et là aussi, nos confrères indiquent qu'ils y sont majoritairement favorables. Limiter les programmes d'enseignement, là on rentre dans la formation, hein. Limiter les programmes d'enseignement à la rédaction d'actes, la déontologie, la gestion, le management, la base processuelle, la rédaction des actes de procédure et la technique de la plaidoirie, adaptée à l'évolution de l'instance. Là, on voit aussi que majoritairement, les confrères interrogés estiment que la limitation des programmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des programmes qui touchent des pans du droit qui ne sont pas directement liés à l'exercice professionnel, hein, qui sont du fond, et qu'il serait peut-être plus intelligent de recentrer les programmes. Ça fait de nombreuses années qu'on me dit à la CE, donc, et je sais que la réforme de la formation est pas simple. Créer au sein des écoles des parcours différenciés pour permettre aux élèves, en fonction de leur acquis et de leur projet, de suivre des cours adaptés. Donc là, on voit aussi que la demande de spécialisation est perçue de manière favorable. En amont, favoriser la réussite des étudiants au pré-CAPA en tenant compte des besoins exprimés par les barreaux au regard des secteurs d'activité en déficit de recrutement. Et là, on voit que majoritairement, on a quand même des confrères sondés qui sont enclins à accepter l'idée selon laquelle, en lien avec les universités, donc ça c'est un sujet qu'on va, je pense, évoquer dans le cadre de notre plénière, accepte qu'il y ait un filtre. Alors, après, les modalités sont à discuter, hein, on est d'accord, mais en tout cas, sur le principe, c'est quelque chose qui ressort de manière favorable. Alors voilà, j'espère que vous avez pu tous, dans vos bureaux, vos cabinets, suivre cette démonstration. Sachez que le lien va être mis dans le chat auquel vous avez accès via la plateforme du Congrès digital, pour que vous puissiez naturellement aller consulter ces résultats et revoir un certain nombre de points qui ont peut-être été passés trop rapidement. Et je remercie mes intervenantes d'avoir accepté que je modifie légèrement le programme de cette plénière pour faire part de ce sondage. Mais c'est vrai que j'ai eu ça hier soir, donc nous avons pris le temps et la technique a suivi. Merci la technique pour vous évoquer avec vous effectivement ces sujets. Alors, quelle année? Cette année 2020, elle n'est pas finie, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais quelle année
Alors, en tant que responsable d'un syndicat comme la CE, mais je pense pouvoir dire que c'est la même chose pour ceux qui ont des responsabilités dans notre pays aujourd'hui, nous sommes à l'issue de 2 années quand même difficiles. Il faut faire un petit rappel, un flashback important. On a commencé, moi je me souviens que j'ai commencé mon mandat par la réforme de la justice, avec le projet de loi de justice qui a mis de nombreux confrères dans la rue, dont la CE, sur des sujets importants qui tenaient au droit de la défense notamment, et à l'existence même de notre exercice. Ça a été un mouvement suivi fortement. On se rappelle de ce mois d'avril où nous étions très nombreux dans les rues de Paris à manifester notre opposition à ce projet de loi. La CE y a pris part dans la rue, mais pas que, surtout dans ses travaux. Et nous avons obtenu un certain nombre d'infléchissements de cette loi, qui fait qu'aujourd'hui, je crois pouvoir dire que notre action n'a pas été neutre dans le maintien d'un certain nombre de principes essentiels qui gouvernent notre exercice. Alors après ça, il y a eu la réforme des retraites, qui a été aussi un sujet qui a occupé notre action syndicale. C'est un sujet difficile, délicat. On a pu voir à l'occasion de ce conflit que notre profession était une profession fragile et fragilisée. Le public a pu s'en rendre compte, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque les avocats en France jouissent à tort ou à raison d'un statut de nanti, de privilégié. Et donc, on a vu à cette occasion combien l'exercice de nos confrères était compliqué et combien nous n'étions aussi finalement des citoyens comme les autres. Donc ça a été une période délicate, compliquée, qui nous a beaucoup occupés et qui a, au-delà d'être le miroir de la fragilité de notre exercice, elle a renforcé cette fragilité, puisqu'il y a eu quand même pas moins de 4 mois pleins de grève sur l'ensemble du territoire, que nos confrères, pour beaucoup d'entre eux, pour une grande majorité, n'ont plus eu d'audience, donc n'ont plus d'activité. Donc ça a été vraiment une période compliquée. Et puis, alors que les choses s'apaisaient, eh bien, le 17 mars, il a fallu que nous confinions la totalité de nos activités. Donc, j'allais dire, c'était la double sanction qui s'était abattue sur notre profession dans sa globalité, et ce, quelles que soient les modalités d'exercice, quelles que soient les matières dans lesquelles nous intervenions. Et c'est l'objet de cette table ronde que de dresser le bilan, de faire un point, sachant que ce que je dis beaucoup quand je parle de la situation actuelle aux gens avec qui j'échange, c'est-à-dire que ce qui était vrai la semaine dernière ne l'est déjà plus aujourd'hui. Ce qui était vrai hier matin ne l'est plus aujourd'hui, puisque au gré des interventions présidentielles, eh bien, nous sommes contraints d'adapter nos vies, et donc nos vies, ce sont nos cabinets et nos exercices. Donc je vais laisser naturellement donner des axes de réflexion aux gens qui ont accepté d'intervenir sur cette plénière, et l'idée est que l'on puisse effectivement faire en sorte d'échanger de manière librement sur ces sujets, en espérant que la technique suive et qu'on soit suffisamment intelligible dans nos prises de parole. Alors, j'aurais envie peut-être, dans un premier temps, que chacun puisse nous faire part rapidement de son expérience personnelle à l'issue des quelques mois qui viennent de s'écouler. Alors, on va essayer de rester focus sur la période de confinement, la sortie du confinement et puis la rentrée, sans évoquer peut-être les épisodes de grève qu'on a tous vécu, mais voilà, on essaie de rester focus sur cette période. Donc je vais commencer par William Feugère, si tu es d'accord de t'exprimer, de faire part de ton expérience à ce sujet, et peut-être des quelques points de vigilance, quelques leçons que tu as pu retenir de cette période. Avec plaisir. On a tous été dans la même situation, je pense, quand l'annonce du confinement est arrivée, d'inquiétude quant à la suite de l'activité, qu'est-ce qui allait se passer.
Est-ce que les clients allaient arrêter d'envoyer des dossiers? Je me suis dit que finalement les orientations de mon activité depuis quelques années avaient été un moyen quand même de préserver cette activité, parce que étant un avocat de contentieux, et de pur contentieux à l'origine, faisant du pénal des affaires, je n'ai pas une clientèle de repris de justice que je retrouve régulièrement, donc j'ai un client qui vient pour un problème pénal, chef d'entreprise, a priori je n'ai pas trop de risque ou de chance de le retrouver pour un autre problème pénal parce qu'il a compris et qui ne sera pas poursuivi un an plus tard, donc je n'avais pas une clientèle récurrente. Le développement de la prévention des risques et de la compliance m'a donné cette récurrence. Et cette récurrence-là, avec des projets de longue durée, on est vraiment dans la gestion de projets, des cartographies des risques, etc., qui ne se sont pas arrêtés pendant le confinement. Mes clients ont été en télétravail, mais soit ont continué les projets en cours, soit même certains sont arrivés en disant on profite du confinement pour lancer ces projets-là. On a peut-être un peu plus de temps pour réfléchir à la cartographie, par exemple, à la prévention de la corruption ou devoir de vigilance. Et donc, en fait, les dossiers sont venus et ça a été une période très intense. Avec en plus, j'avais le code de la compliance à rédiger, donc j'avais pas mal de travail. Je crois que j'ai presque jamais autant travaillé que pendant cette période-là. Mais alors, sur les difficultés quand même de fonctionnement, on était très équipés informatiquement. Donc le télétravail était très simple de ce côté-là. Après, manager une équipe, c'est pas du tout la même chose quand on est en présentiel. Je suis pas fan de ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on en parle. Quand on est avec les équipes et qu'on se voit, qu'on se touche presque et qu'on peut se réunir et qu'il y a de la convivialité, et quand on est à distance. En plus, on a recruté quelqu'un pendant le confinement, dernier tiers de confinement, donc c'est aussi accueillir quelqu'un dans l'équipe pendant cette période-là est compliqué. Et on a réussi, je remercie l'équipe d'ailleurs, parce qu'ils l'ont fait, il y a eu, grâce aux outils comme Teams, on a fait des apéros Zoom au moins une fois par semaine pour garder de la convivialité. Ça a été une vraie présence, ça s'est très très bien passé. Ça a été très fluide grâce à eux. On fait signe de regarder la caméra, mais j'ai personne autour, donc je regarde aussi autour, je suis désolé, c'est une mauvaise habitude. Donc voilà, après le retour de confinement a été surprenant, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais moi je suis convaincu que le télétravail est une liberté pour moi d'activité et que c'est assez agréable d'avoir quelques moments de télétravail. Dans les équipes, les collaborateurs, c'est plus délicat, mais c'est aussi, il y a une question de convivialité, ils aiment se retrouver. Il y a aussi le fait, il faut bien le dire, on n'a pas tous les mêmes conditions de vie et qu'il est parfois difficile d'être en télétravail quand on n'a pas un habitat qui permet d'être en télétravail avec les enfants, des logements trop petits, etc. Donc, ils n'ont pas embrassé autant le télétravail que je le pensais dans les semaines de retour qu'on pu suivre. Voilà quelques observations, puis on reparlera après des suites qui seront données. Donc, j'aimerais que Sophie Lapissardi puisse s'exprimer également et nous faire un feedback de son expérience sur cette période. Oui, merci Delphine. Alors finalement, moi aussi je me suis dit peut-être que c'est un moment où on va faire une pause. Et puis je pense aussi que j'ai jamais autant travaillé que pendant cette période. Il n'y a pas eu de pause. Moi, il y a trois choses qui m'ont marqué, trois confirmations en fait pour moi. La première, c'est que les locaux, ce sont des accessoires du cabinet. Maintenant, on voit bien que, en tout cas, c'est ma perception. Il n'y a pas eu de difficulté au sein du cabinet pour travailler à distance. Et finalement, je remercie les grèves RATP qui nous ont permis d'être fin prêts pour le confinement. Nous avions tout ce qu'il fallait. Donc, ça a été, en fait, on travaillait aux quatre coins de la France, les collaborateurs travaillaient souvent, étaient partis en province pour travailler. On n'a pas eu de difficulté. Et j'ai découvert la puissance de la visio. Certes, c'est très bien de se retrouver en présentiel, mais c'est aussi très facile de pouvoir organiser des réunions en visio avec les clients. Et c'est un formidable outil, je pense, qu'on va pérenniser, très clairement. Deuxième point, c'est très clairement, cette période montre la nécessité de développer ses soft skills. Alors, qu'est-ce que c'est les soft skills? Ce sont toutes les compétences comportementales. La capacité, donc notamment là, les compétences comportementales, c'était l'adaptabilité, c'est très clairement ça, on a été bousculé. Et puis l'empathie, alors moi, ça m'a beaucoup frappé. J'ai des clients que je suis depuis 20 ans, et pendant cette période, je ne les comprenais pas. C'est qu'on ne se comprenait plus, pourtant on avait évolué ensemble. C'était très violent pour tout le monde, et il a fallu s'adapter à cette nouvelle relation avec les clients
faire vraiment plus, encore plus du sur-mesure et se positionner, se poser la question de savoir comment je peux l'aider au mieux, qu'est-ce que je peux faire, comment communiquer avec lui. Et puis l'empathie aussi, William le disait, avec les collaborateurs au sein de l'équipe, on s'est rendu compte qu'on avait des profils différents. Certains souffraient du confinement, d'autres beaucoup moins. Et il a fallu tenir compte de tout ça. Ça n'a pas été facile, hein. C'était très clairement, ça a bousculé tout le monde. Donc il faut réfléchir au management. Et troisième point, confirmation que le legal design n'est plus une option. Alors qu'est-ce que c'est le legal design? Eh bien, en fait, c'est le design qui n'est pas du joli. Le design, c'est le verbe concevoir. Comment on conçoit des écrits juridiques clairs, impactants, engageants, percutants pour les magistrats, compréhensibles pour nos clients. Comment on réinvente son activité avec des services innovants, des outils innovants. Et bien, le legal design est devenu absolument indispensable, et d'abord pour nous, c'est-à-dire qu'on a été confronté à une avalanche de textes et qu'il a fallu, dans des temps records, expliquer à nos clients. Et nos clients n'avaient pas envie qu'on leur fasse un copier-coller du texte parce que le texte était abscon et encore plus abscon que d'habitude. Et on n'en veut pas au gouvernement législateur. C'était très compliqué, le gouvernement avait beaucoup de choses à prévoir, mais justement, c'était à nous de décrypter toutes ces règles. Et pour moi, ça a été une période plutôt favorable puisque j'ai pu développer une activité accessoire. Et ça aussi, c'est une opportunité pour nous maintenant. Merci Sophie. Maintenant, je demanderai à Jean-Jacques Villers de bien vouloir nous faire part de son expérience qui est riche parce que Jean-Jacques dirige des équipes nombreuses sur l'ensemble du territoire français. Donc j'imagine combien ça a pu être délicat. Sur plusieurs Non, continents. alors, non. Ah. En fait, ça s'est très très bien passé. Et j'ai été le premier surpris. Hein. D'ailleurs, effectivement, à Paris, on est à peu près 150 personnes dans nos locaux. Mettre 150 personnes du jour au lendemain au chômage partiel pour les fonctions purement techniques comme les garçons de bureau ou en télétravail comme les avocats, je pensais que ce serait très très compliqué. Eh bien non, ça a fonctionné très très bien. Je pensais qu'on allait perdre de la productivité. Ben non, on en a gagné. Je pensais qu'on allait avoir moins d'activité. Eh bien non, on est resté exactement dans le budget qu'on avait fait en décembre. Je pensais qu'on allait avoir des réactions clients compliquées. Alors ça, c'est un tout petit peu plus vrai parce que je lisais hier soir en préparant cette intervention à une étude de D1 sur les réactions des directeurs juridiques face à la crise. Eux nous disent qu'ils ont parfois été surpris par le manque d'adaptation de leurs clients, de leurs avocats, aux technologies modernes, enfin, elles ne sont plus tellement modernes d'ailleurs, mais aux technologies actuelles de travail. Et nous avons fait la même expérience, mais dans l'autre sens. Hein, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, nous avions des différences d'intégration du digital. Et il a fallu, et c'est amusant d'ailleurs parce que des clients auprès de qui j'essaye de promouvoir la signature électronique par un acte d'avocat depuis, et tout le monde sait que c'est un vieux dada, hein, depuis très très longtemps, ces clients-là se sont très très vite mis à la signature sur DocuSign. Et ça, c'est quelque chose qui va perdurer. C'est vrai, je disais tout à l'heure que tout le monde n'avait pas exactement les mêmes conditions de vie, conditions de fonctionnement. C'est vrai que certains jeunes parents, avec les gamins dans les pattes, en train de travailler, de tenir une visioconférence pour signer un closing, c'est un peu compliqué. C'est drôle, ça fait rire tout le monde. C'est surtout ça. Mais ça fonctionne très très bien. Et donc, j'ai une deuxième. J'ai deux autres remarques à ce stade, trois autres remarques. L'une, c'est que la visio-réunion, c'est une vraie économie de temps. Après le confinement, un client m'a emmené à Toulouse pour une réunion de 2 heures. Je suis parti de chez moi à 7 heures du matin, je suis rentré à 9 heures. La réunion a peut-être duré 3 heures. Et en visioconférence, j'aurais pris 3 heures. Peut-être 3h05 le temps de m'assurer que mon appareil fonctionne, que ma wiki fonctionne, etc. Et on peut même tenir des audiences en visio-réunion. Moi, j'ai tenu une réunion d'arbitrage de 2h30 ou 3 heures uniquement en
visio. Et ça s'est effectivement très très bien passé. La troisième remarque, elle prolonge ce que tu disais, Julien. Et quand on est à l'écoute, il ne faut pas être dans le régime des bisounours. Hein. Quand on écoute ce qui se passe dans notre marché, on voit qu'un certain nombre de confrères ont beaucoup souffert. Et notamment, ou souffert en tout cas. Et notamment ceux qui avaient une activité très segmentée. Et qu'en revanche, même dans les grands cabinets, hein, même dans les grands cabinets structurels, les gens qui ne faisaient que des financements structurels, ben, j'allais dire, ils ont amélioré leur handicap au golf, non parce que les parcours étaient fermés, mais ils ont amélioré la pratique du tricot. Mais la résilience d'un cabinet, elle repose sur sa diversité. Elle repose sur sa diversité, elle repose sur juste deux mots. Pardon, je suis un peu bavard, mais juste un mot. Vous savez comment est née la société Moët Hennessy? Un jour, M. Kylian Hennessy a rencontré M. Chandon à dîner et ils se sont aperçus que leur métier était contre-cyclique. Quand on vendait du champagne, on vendait moins de cognac et vice-versa. Et donc, ils ont fusionné la société. Je crois que c'est vrai, ça m'a été raconté par eux. Donc, s'ils m'ont dit vrai. Mais en tout cas, c'est une belle histoire et elle démontre bien que dans nos cabinets, nous avons vu que ces activités contre-cycliques, les confrères qui faisaient du social se sont explosés en vol, hein, il n'en est plus. Ceux qui faisaient des financements structurels ou des closings de fonds d'investissement un tout petit peu moins travaillé, mais globalement, ça s'est équilibré. Et tout ça, ça a été complètement étal. La troisième remarque, c'est qu'on a beaucoup appris. Et en même temps, il faut se garder du dogmatisme. Et il ne faut pas, bien sûr, on peut avoir une réflexion sur nos locaux, mais on ne peut pas créer un cabinet virtuel, je ne pense pas, en tout cas pas actuellement, pas aujourd'hui et pas dans nos dimensions. On l'a vu partout. Hein. On l'a vu nous, dans des pays où nous avons des succursales. Et il a fallu quand même toujours revenir sur le lien physique, parce que c'est vrai que nous avons recruté une associée sans l'avoir jamais vue physiquement, et sans qu'elle ne nous ait jamais vus physiquement. Et on a tenu l'Assemblée générale qui l'a nommée sans qu'elle l'ait vu physique, sans qu'elle ait vu l'un d'entre nous physiquement en dehors des visioconférences qu'on a organisées. Donc ça fonctionne, mais ça ne peut pas être le seul mode de gestion, parce que quelque part, il faut rétablir les liens humains. Même chose avec les clients. Hein. La relation avec les clients, elle passe aussi à un moment par le déjeuner qu'on fait avec eux. Ah, merci. Voilà, Merci Jean-Jacques. Alors, nous avons Pierre Gravage qui est en duplex live à Bordeaux. Je sais pas si il y a une manie technique qui va être mise en place. Et donc, 1, 2, 3, à toi Pierre. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez déjà et que vous me voyez également et que la technique fonctionne. Alors écoutez, difficile de passer après Jean-Jacques sur son témoignage, mais ce que je pourrais dire, c'est que on a tous eu, je pense, une période de sidération, nous comme nos clients. Cette période, elle a duré à peu près 7 à 10 jours, je dirais, mais finalement, nous étions prêts dès le lundi, si je puis dire, à travailler à partir en télétravail. On a réuni les équipes le lundi matin, le lundi après-midi, ils étaient installés chez eux et ils travaillaient. De notre côté également, on a une bonne organisation, je dirais, sur le plan informatique, etc. On était en SaaS, donc pas de difficulté par rapport à ça. Il a fallu rassurer les équipes, je pense. Il a fallu beaucoup parler pendant cette période. On faisait des points tous les 2-3 jours, des apéros, en effet également virtuel, ce qui est assez antinomique pour moi. Un apéro virtuel, ça ne doit pas exister. Moi, ce que je retiens de cette période, c'est que finalement, on a une capacité de résilience assez forte en fait dans la profession. On a pu continuer à travailler et à se remettre à un niveau d'activité vraiment important. On n'a pas eu de perte de productivité, comme le disait Jean-Jacques, en ce qui me concerne, dans une activité purement conseil. Bien évidemment, l'activité judiciaire, elle s'est très fortement ralentie, mais ça a permis
à notre associé contentieux de conclure là où il n'avait pas eu le temps de conclure sur des dossiers un peu anciens. L'activité, en fait, en corporate pure, s'est maintenue. On a fait des closings, bien évidemment, digitalisés, numériques, à distance, ce qui n'est pas idéal parce que c'est finalement assez long et ça nous coupe de la relation humaine qui est extrêmement importante le jour des closings. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte la dimension humaine qui fait que le jour d'un closing, les parties se rencontrent, peuvent discuter, échanger autour d'un verre après la signature, etc. Et ça nous manque depuis cette période. On a fait le choix au cabinet, nous, de rester confinés en fait jusqu'au 10 juillet, jusqu'à la fin de la période d'urgence sanitaire pour des questions d'organisation de bureau et de ne pas prendre de risques, je dirais. Et finalement, on s'est rendu compte que sans rien dire à personne, dès le 15 juillet, tout le monde était au bureau. Et bien qu'ayant proposé du télétravail aux équipes sur la base de 2 jours par semaine, de façon optionnelle et de façon illimitée, c'est-à-dire au-delà de la période du Covid, on se rend compte aujourd'hui que les équipes préfèrent venir au bureau et préfèrent partager et être ensemble au bureau. Donc, il s'est passé aussi quelque chose d'un peu particulier pour nous pendant cette période parce qu'on a recruté un associé fiscaliste uniquement en visio. Donc, c'est quand même assez… on a fait tous les entretiens en fait des candidats associés en visio et on a fait notre choix. Il a fallu que l'on déjeune quand même à la fin de la première période au mois de mai avec cet associé pour valider ce choix. Mais c'est quand même assez surprenant dans notre profession, si vous voulez, de pouvoir imaginer de prendre un associé en le recrutant en visio. J'avoue que j'aurais jamais imaginé il y a quelques années que ça puisse être possible. Donc globalement, je dirais que l'activité conseil est dans le budget, ce qui n'est pas surprenant pour le coup. Je pense que le contre-coup, on l'aura peut-être sur le premier semestre 2021. Pour les activités contentieuses, bien évidemment, je pense que comme dans beaucoup de cabinets, il y a une baisse d'activité qui est récupérée sur le dernier quadrimestre, mais pas suffisamment pour compenser sur l'ensemble de l'année la perte d'activité. Voilà ce que je pourrais dire. Et je n'ai pas le retour. Alors Delphine, je ne t'entends plus et je ne sais pas si tu reprends. Ah, ok. Alors, on te voit encore. Il y a un décalage pour nous entre le son et l'image. J'espère que ça s'est reconnecté sur la plateforme en direct sans décaler. Et moi, de mon côté, je me déconnecte pour vous te laisser continuer. Je me confirme que tout va bien. Donc, me voilà rassurée. Je voulais avoir, pour finir ce petit tour de table, la position, le retour d'expérience d'Anne-Sophie, qui a géré pendant cette période magnifiquement nos commissions. Et je la remercie encore parce qu'elles ont fait un travail formidable au service des confrères. Et je pense que c'est pas neutre que tu nous fasses part de ton expérience, d'autant que ça t'a permis de toucher absolument toutes les typologies d'activités, puisque grâce à nos 27 commissions, nous avons effectivement toutes les branches du droit et toutes les pratiques qui y sont représentées. Donc, je te laisse la parole pour nous faire ton feedback sur cette période. Eh bien, écoute, merci Delphine de me donner la parole et je vais en profiter pour même te faire part et vous faire part d'une double expérience finalement. Parce que d'abord, j'ai eu effectivement à gérer nos 27 commissions et sections, section internationale et section ACEJA pendant cette période de confinement. Et je dois dire qu'ils ont été absolument formidables parce que tout de suite, les réunions, conférences qui ont été prévues ont pu avoir lieu pour la plupart en visioconférence. D'ailleurs, ça a eu un très grand succès. Ils ont également établi des fiches techniques pour tout de suite pouvoir communiquer sur les derniers textes. Et donc, je pense que ça a été une période qui a été en fait propice aussi à la réflexion. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les présidents là, de commissions et de sections qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont travaillé aussi d'arrache-pied
quand même pour organiser les ateliers qui vont s'égrener tout au long de ce congrès virtuel, après cette table ronde et jusqu'à demain, et le dernier atelier de demain commence à 17h, donc je vous enjoins à assister à ces ateliers, parce que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, donc il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et aussi beaucoup de bonne humeur quand même, pour l'organisation de ces ateliers. Et puis enfin, je voudrais vous faire part aussi de mon expérience en tant qu'associée d'un cabinet de niche. Moi, je crois que, en fait, quand je vous entends tous, finalement, j'ai l'impression que le compte-rendu d'expérience est positif. Mais je crois qu'il est positif. Il ne faudrait pas non plus être aveuglé par ça, parce que nos confrères et nous, quand même, devons faire face à des temps vraiment très difficiles. Et si j'en crois le président de la République qu'on a entendu hier, il va falloir quand même s'armer de courage et être résilient, puisque nous en avons pour au moins juin 2021. Bon. Et la grippe espagnole ayant eu 4 vagues successives, je pense même que peut-être juin 2021 est optimiste. Mais enfin, toujours est-il que je crois que les cabinets qui avaient des situations installées et qui ont aussi mis en place les outils pour pouvoir immédiatement basculer en ligne, c'est-à-dire qu'ils s'étaient adaptés. Déjà avant, ils ont pu tout de suite se préparer. Donc ça, moi par exemple, on avait heureusement un logiciel métier, on avait mis en place un certain nombre de choses qui fait que tout de suite on a pu continuer à travailler pendant le confinement avec, j'avais mis au point un coup de téléphone en visio tous les matins à 9h30 et un autre à 17h. Bon, à la fin du confinement, je vais vous dire que tout le monde en avait un peu marre. Mais voilà, mais je crois qu'il faudrait, voilà, ce qui est important, c'est de voir que si le cabinet s'est préparé à la fois en termes de matériel, mais aussi dans les esprits, pour faire face à cette situation, on peut le surmonter. Quand les cabinets se sont, pour X raisons, parce que aussi c'était des situations qui n'étaient peut-être pas installées, par exemple les jeunes avocats, on va en parler tout à l'heure, un jeune avocat qui démarre, c'est extrêmement compliqué, hein, parce que nous sommes tous installés depuis un certain temps, donc c'est l'arbre qui cache la forêt, mais pour nos jeunes avocats qui commencent, c'est une période dans laquelle je crois qu'il faut à tout prix faire un maximum pour les aider et les faire travailler pour qu'ils puissent se développer. Je te remercie d'ailleurs. Voilà, j'allais justement me dire qu'on allait rebondir sur cette dernière intervention pour évoquer la situation de nos jeunes confrères et ceux aussi qui vont l'être dans les 6 mois, les années à venir, parce que je pense qu'effectivement, Anne-Sophie, tu as tout à fait raison. Ça va être une période extrêmement difficile. Jean-Jacques? Juste une remarque par rapport à ce que venait dit, qui est un point extrêmement important de ce que tu as dit. Il faut absolument que nous ayons une réflexion qui ne privilégie pas la rentabilité sur l'anticipation. Se doter du télétravail, c'est un coût. Et on a vu bien souvent que le début du confinement, un certain nombre d'avocats n'avaient pas les caméras. Il a fallu acheter en urgence, il n'y avait plus une caméra sur le marché. Il a fallu attendre 15 jours pour pouvoir travailler en vidéo. Juste parce qu'on n'avait pas eu cette anticipation suffisante. Donc, c'est probablement un des enseignements que nous pouvons avoir de cette crise. Sur la question des jeunes, William? Oui, mais juste un mot pour rebondir sur ce que disait Anne-Sophie, parce que c'est vrai que moi je donnais l'exemple du pénaliste et de la clientèle non récurrente et d'une extension de l'activité ou d'une modalité différente de mon activité avec la prévention du risque pénal. Et Jean-Jacques parlait de cabinet structuré et de contre-cyclique et du fait de compenser un peu les évolutions entre différentes directions, enfin différents départements d'un même cabinet. Le champagne et le cognac. Exactement. Moi je pense que chaque matière, et pour ça je pense qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre cabinet de niche et cabinet structuré. Dans chacune de nos matières, et quand on travaille avec des avocats dans d'autres domaines vraiment plus liés, dans chaque matière, on se rend compte qu'on peut diversifier sa clientèle,
diversifier ses manières de travailler pour obtenir une forme d'équivalence, de structuration qui n'a pas forcément, on n'a pas besoin de s'associer avec des confrères d'autres matières. Mais on peut penser la manière dont on travaille de manière à pouvoir obtenir ce lissage contre-cyclique et compenser ça. On avait lancé des process, des réflexions au Conseil national sur l'industrialisation aussi du droit, sur le fait qu'on avait des choses qu'on pouvait penser pour être plus efficaces, plus rapides. Il y a plein de choses qui permettent quand même pour un petit cabinet, même pour une compétence très spécifique, Anne-Sophie, c'est le droit de l'art par exemple, mais elle fait plein de choses dans le droit de l'art. Et on peut se diversifier dans sa compétence de niche. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, et ça peut rejoindre la transition pour les jeunes. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit aussi enseigner aux jeunes. Il y a une question que tu nous poseras peut-être sur les marchés du droit. Toutes les matières, pour moi, ont un avenir. Toutes les matières. Le droit social est en pleine explosion, forcément, mais le droit pénal, il va y avoir des fraudes. Il y a eu des fraudes, donc moi, je vais en avoir des dossiers de contentieux là-dessus. Il y a des divorces, je vois des confrères, on est peu nombreux dans la salle, mais dans le droit de la famille, le fait d'avoir été confiné pendant des semaines avec des conjoints, ça provoque quelques tensions. Les procédures collectives, il y a des restructurations de droit des sociétés, enfin, toutes les matières vont bouger. Donc, je ne sais pas s'il y a une matière qui va, le droit public, je ne veux pas oublier pour Sophie, toutes les matières vont avoir du travail. La question, c'est de savoir comment on travaille dans chacune de ces matières et comment les modalités, les outils qu'on donne et la manière, ce qu'on a fait l'année dernière d'ailleurs au congrès de la CE, l'adaptation de l'avocat aux attentes et aux besoins du client. Et qu'on soit encore plus dans les attentes du client et qu'on adapte notre manière de travailler. Et je pense qu'il y a un avenir pour toutes nos matières en réalité. Quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce thème, le thème du marché du droit, parce que ça faisait partie des axes que je voulais qu'on évoque. Je voulais vous interroger sur votre sentiment sur effectivement l'évolution du marché du droit en France, la manière dont vous avez peut-être anticipé l'émergence de nouvelles matières, pourquoi pas, de nouveaux secteurs, de nouvelles typologies d'exercices. Donc, est-ce que vous, de manière assez évidente, on a déjà beaucoup changé certaines de nos habitudes, mais dans les mois à venir, est-ce que vous avez une idée ou un sentiment d'un mouvement important, ou alors peut-être quelque chose que vous estimez qui devrait se produire et qui n'est peut-être pas encore dans les pipelines de la réforme. Peut-être Sophie, sur ce sujet, est-ce que tu pourrais nous donner ton sentiment sur... tu as déjà parlé du legal design, mais... Tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit que ce qui va être central, c'est de définir sa proposition de valeur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait William. Moi, personnellement, j'ai un cabinet spécialisé en droit public des affaires, avec, c'est vrai, à la fois du conseil et du contentieux, et de la formation aussi. Alors, nous, on a eu la chance en droit public d'avoir une plateforme télérecours qui a bien fonctionné. Donc, en fait, ça a continué. On n'a pas eu d'audience pendant la partie du confinement, mais pour autant, ça fonctionnait plutôt bien. Mais on voit qu'il est important de redéfinir sa proposition de valeur. Alors ça, c'est toutes les méthodes qu'on utilise dans le cadre du legal design, avec les techniques d'innovation qu'utilisent tous nos clients dans tous les domaines d'activité, et notamment le design thinking. Donc ça, c'est vraiment des méthodes que si on les ramène dans le milieu du droit, le résultat, c'est qu'en fait, on développe sa clientèle parce qu'on va déterminer une proposition de valeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer pourquoi le client va venir nous voir, nous, plutôt qu'un cabinet concurrent. Ça va permettre de définir sa proposition de valeur et ça va nous permettre aussi donc, de fidéliser ses clients. Merci Anne-Sophie. Oui, alors je vais dire quelque chose sur les grandes tendances du marché du droit, enfin, avec toute modestie, bien sûr. Mais moi, voilà, je vais dire très simplement ce qui m'apparaît. D'abord, je pense que la judiciarisation de la société continue et je pense qu'on a de plus en plus besoin du droit et que le droit, de toute façon, progresse. Donc ça, c'est un message positif. Le deuxième point, c'est que je crois que dans cette période de confinement, on a vu quand même des droits fondamentaux particulièrement touchés. Je parlais par exemple de la liberté d'aller et venir, la liberté de rassemblement, également la question du fichage, la question de nos données personnelles. Et moi, je crois qu'il va falloir que dans nos pratiques,
on prenne en compte aussi la défense des libertés publiques, qui est vraiment le cœur quand même du rôle de l'avocat, et des droits fondamentaux, parce que dans toutes nos matières, on va voir que cette période de confinement qui se poursuit va avoir toutes ces mesures vont avoir des répercussions. Et il va falloir qu'on soit prêt et qu'on prenne, on le prend au sérieux, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment on se saisisse de cela pour affirmer notre rôle d'avocat. Et enfin, un troisième point qui me semble important et qui va peut-être aussi nous permettre d'aborder la question des juridictions, c'est le développement de la médiation. Alors, déjà, la réforme de la justice et notamment la loi du 23 mars 2019 prévoit le recours à la médiation, mais même le recours aussi par le juge, par injonction. Donc c'est très fort. Et moi, je viens de l'expérimenter très récemment à une audience où le juge a dit, moi, je vais vous donner une injonction d'avoir à rencontrer un médiateur. Et je crois que vraiment, dans nos cabinets, il faut qu'on se saisit déjà de l'outil de la médiation, et nos commissions le font. Et nous avons d'ailleurs une commission qui est dédiée au mode alternatif au règlement des litiges, mais toutes les commissions y font face. Et ça, il faut vraiment se former et être prêt, parce que de plus en plus, vu l'encombrement des juridictions, et je rappelle que dans le tableau de bord qui est proposé par la Commission européenne tous les ans, on a quand même un temps de règlement des litiges civils et commerciaux en France qui est de 400 jours, qui est énorme. 400 jours de moyenne pour régler une affaire civile et commerciale. Donc, c'est vrai que je déborde un peu peut-être sur le sujet à venir, qui est celui des juridictions, et on parlera ensuite de la plaidoirie. Mais je crois que ça, le confinement, doublé des moyens quand même de la justice et des difficultés que rencontrent nos juridictions, qui ont dû quand même s'arrêter totalement, ce qui était quand même gravissime, ça va être un sujet très important pour nous. Et donc, voilà, ça c'est un développement du marché du droit qui me paraît important. Jean-Jacques, sur cette question, la question des marchés du droit? Alors, la question du marché du droit, le marché émergent, c'est le droit fiscal, les droits des sociétés, le droit social. C'est ça, aujourd'hui, c'est ça nos marchés émergents. C'est les marchés sur lesquels nous avons le plus de travail. Je partage ce que tu viens de dire sur le règlement des litiges. 400 jours, c'est encore un euphémisme, parce qu'aujourd'hui, à la Cour d'appel de Paris, on est sur des délais de 36 mois. Et j'ai un jour fixe du mois de mai qui va être plaidé lundi prochain. Et on est sur un domaine dans lequel il y a un effort de pédagogie important à faire. Certes, il y a un effort de formation sur les modes alternatifs de règlement des litiges, mais il y a surtout un effort de formation à faire vis-à-vis de nos clients. Il faut que nos clients acceptent l'idée que la médiation, c'est un truc qui fonctionne. Quand la médiation est arrivée, j'ai pris ça comme un gadget. Je me suis dit, oui, d'accord, je joue avec ça, ok. Et non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et on sort des dossiers. Et on sort des dossiers, on le voit dans un domaine que vous connaissez bien, c'est une pratique ordinale. À Paris, les étudiants d'avocats sont précédés par une médiation. Nous avons 95% de réussite dans ces médiations, avec environ une dizaine de dossiers qui passent par mois, 10 à 12 dossiers qui passent par mois. Donc, parfois, ça prend un peu de temps, mais c'est quelque chose qui fonctionne, mais encore faut-il amener nos clients, entreprises notamment, à accepter le principe de la médiation, ce qui n'est pas encore complètement gagné. Et on parlera peut-être après des jeunes, mais sur l'évolution du métier, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, et déontologie, moderniser la déontologie. Et il faut libérer la pensée sur la déontologie. Parce que nous avons une grande tendance
qui est de confondre la déontologie et la réglementation d'exercice. La déontologie, c'est le secret professionnel, c'est la confidentialité, c'est la confraternité, c'est l'humanité, la probité, etc. La réglementation d'exercice, c'est jusqu'en 2001, une femme ne peut pas plaider. La réglementation d'exercice, ah oui, jusqu'à, pardon, 1901, excusez-moi. En 1901. Et lorsque Jeanne Chemin a plaidé, ça a été quand même un grand scandale. Hein. En Allemagne, quand un confrère écrit à un autre confrère, celui-ci a l'obligation de transmettre la lettre à son client. Moi, je peux tout juste la paraphraser. Ça, c'est de la réglementation d'exercice, ce n'est pas de la déontologie. Et la déontologie, elle est à la fois intemporelle et internationale. On l'a vu à l'UIA, j'avais lancé un groupe de travail quand j'étais président sur les principes essentiels de la profession. On retrouve ça de façon absolument latérale. Et je suis sûr qu'on pourrait regarder sur des travaux qui ont été faits au IIe siècle comme Jésus-Christ, on retrouverait également ces mêmes principes. La réglementation d'exercice, en revanche, elle est très localisée et dans le temps et dans l'espace. Et c'est là où il faut. C'est un concept qu'on a du mal à faire passer, hein, y compris chez nos déontologues les plus sévères. Hein. Mais c'est là où il faut vraiment faire évoluer les choses, parce qu'une grande partie de l'évolution de nos activités repose sur cette modernisation de notre réglementation d'exercice. Oui, William, après William Feugiard, nous donnerons la parole à Pierre Gravage qui est à Bordeaux. Non, juste pour compléter ce que disait Jean-Jacques, j'étais au Conseil de l'Ordre de Paris quand le bâtonnier Charrière-Bournazel a décidé d'étendre l'activité des avocats parisiens, avant que ça ne soit repris au Conseil national, sur les mandataires en transactions immobilières, par exemple. Et de quoi on s'était aperçu? Que la loi le permettait. La loi le permettait. Ça n'était que la profession qui se l'était interdit, ou qui se refusait ça au motif de déontologie. Et je suis totalement d'accord, on s'est freiné pendant des années sur des activités que les textes ne nous empêchaient pas d'exercer. Et là, il est vraiment, avec cette crise qu'on vit, et on parlera des jeunes, c'est encore plus difficile en effet pour les jeunes, Anne-Sophie avait raison de le dire, si on se met nous-mêmes des freins, mais c'est une folie pure. Alors qu'on est dans une société qui a besoin de droit, qui a besoin d'avocats, qui a besoin d'éthique et de déontologie, si on arrêtait de se freiner, on pourrait insuffler ça et soutenir ça dans l'ensemble de la société beaucoup plus facilement. Il y a un intérêt général à ce qu'on nettoie les blocages qu'on s'est nous-mêmes imposés. Très bien, donc je vais laisser la parole à Pierre Gramage, donc il faut un petit script. Oui, je souhaitais rebondir sur les propos de William. Je pense qu'en effet, on souffre dans notre profession d'une forme de masochisme, je dirais. On s'automutile en permanence. Je vais jusque-là. Donc, ça me paraît extrêmement important. C'est finalement pas les pouvoirs publics qui nous imposent en fait une autolimitation, c'est souvent nous. Et en fait, c'est contraire pour moi aux intérêts de la profession. Donc, je crois qu'il faut donner de la souplesse à notre profession et pour lui permettre aussi de faire face à une concurrence qui va être de plus en plus déloyale dans le domaine du droit. Certes, le marché augmente, mais la concurrence augmente et cette concurrence déloyale augmente également. Donc là, moi, ça me paraît extrêmement important. La déontologie, on a un socle, on le connaît, on le respecte et on le respectera toujours. Mais pourquoi, encore une fois, se censurer comme on le fait aujourd'hui? Peut-être en faisant évoluer en effet les mentalités. Comme je le dis souvent, il faut que notre profession passe de la profession libérale à une profession entrepreneuriale. Un cabinet d'avocats, c'est avant tout une entreprise. Que ce soit une TPE, une PME ou une ETI, c'est une entreprise. Et là, je parlerai également de sujets de taille critique des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus, ce sont les cabinets individuels, ceux qui ne peuvent pas avoir recours à un collaborateur, ceux qui sont isolés et qui ont très mal vécu cette période de confinement. Et ces confrères, il faut les inciter également à envisager des regroupements, à envisager en effet à partager avec soit d'autres confrères, soit d'autres professions. On n'a pas parlé de l'interprofessionnalité ou de la pluriprofessionnalité, mais c'est ouvert. Peut-être que c'est plus facile pour les jeunes confrères de s'y ouvrir, mais aujourd'hui, je trouve que le mouvement est trop faible. On n'a pas assez poussé
si je puis dire, sur ce sujet de l'interpro et de la pluripro. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse en reparler. Et plus globalement, il me semble que la profession, en fait, a subi une forme de résilience, telle que j'évoquais tout à l'heure. Il faudrait passer, en fait, de cette résilience à une agilité, en fait, voulue, une adaptabilité, en fait, revendiquée. Et je crois que si le thème de ce congrès « La force est en nous », c'est justement pour mettre en évidence le fait que nous avons au sein de la profession, que ce soit individuellement ou collectivement, cette force pour pousser les feux de la profession et mieux exister dans ce monde judiciaire et du conseil et prendre notre place telle que on devrait l'avoir. Voilà, je crois que il faut vraiment, je dirais, ne plus avoir un discours larmoyant sur la profession et être vraiment dans une vision ultra combattante, si je puis dire. Hein. Peut-être que les mots sont peut-être un peu forts, mais en tout cas, il est clair qu'il va falloir pousser les feux, je dirais. Et juste sur la médiation, je voulais faire une petite remarque. Moi, je trouve que les modes alternatifs de règlement des conflits, c'est extrêmement, en effet, efficace et intéressant. Il y a juste un petit bémol. Il me semble qu'aujourd'hui, la rémunération de ces pratiques-là est relativement faible. Il y a une faible reconnaissance. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois en province pour l'avocat et pour les intervenants dans les modes alternatifs de règlement des conflits. Et donc, c'est peut-être aussi un frein à son développement. Voilà ce que je pourrais vous dire. Voilà. Eh bien, merci. Merci Pierre. Je voulais juste faire part à mes co-intervenants de réflexions sur le chat. Il y en a une de Martin Lacour qui me semble très juste parce qu'elle colle parfaitement avec ce que vient de dire Pierre. Martin Lacour, après avoir rappelé l'existence du droit collaboratif et de la procédure participative, nous dit « On se plaint des attaques contre notre monopole, mais emparons-nous de ce qui en relève encore ». Je crois que c'est très juste, donc je remercie Martin d'avoir... N'hésitez pas, et ça me permet de vous inciter à utiliser le chat pour faire parvenir soit vos questions, soit vos interrogations. Donc voilà. Donc ce que je peux peut-être, parce qu'on l'a évoqué très rapidement, mais je trouve que c'est un sujet essentiel, revenir sur la place des jeunes dans ce qui est en train de devenir notre profession. D'accord? On l'a tous vu pendant cette période. Il y a des cabinets, peut-être des tout petits, des très gros aussi, qui ont eu le réflexe de demander à l'ensemble de leurs stagiaires et pour certains leurs collaborateurs de bien vouloir partir du cabinet, et donc ils ont rompu tout simplement les contrats qui étaient en cours. Ça n'a pas du tout été mon cas. Hein. Nous, on a maintenu tout le monde. Je n'ai même pas fait de chômage partiel pour notre assistante. Mais bon, ça a été le cas. Ce qui fait qu'il y a des nombreux jeunes confrères, élèves avocats ou étudiants ou première ou deuxième année, qui se sont vraiment retrouvés littéralement sur le carreau. Donc ça pousse à de nombreuses réflexions. La première, c'est peut-être quid du contrat de collaboration tel que nous le connaissons aujourd'hui, puisque à ce moment-là, on a bien vu que c'était compliqué pour l'avocat patron, celui qui avait collaborateur, de maintenir le contrat de collaboration lorsqu'on n'avait plus d'activité. Pourquoi? Parce que nos règles ontologiques font qu'on ne peut pas rompre ce contrat de manière unilatérale. Et deuxièmement, comme c'est un contrat de collaboration, et bien évidemment, le chômage partiel ne lui est pas applicable. Donc il y a une véritable réflexion, je pense, à mener sur le statut du contrat de collaboration. C'est la raison pour laquelle on a soumis cette question en sondage. Et puis aussi, me semble-t-il, sur l'adaptabilité de nos jeunes confrères en devenir. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, certains d'entre eux étaient extrêmement poussés dans une formation spécifique. Anne-Sophie nous indiquait
nous parler de l'arbitrage, par exemple. Tu voudras bien nous dire un mot là-dessus. Et qu'en réalité, ils étaient, comme certains secteurs ont plus souffert que d'autres pendant cette période, eh bien, ils sont aujourd'hui sans contrat de collaboration, sans convention de stage. Et donc, la question peut être posée de savoir, certes, la compétence, la spécialisation, ici à la CE, ça fait des années, on a toujours milité pour ça, mais quand on est confronté à des situations comme la qu'on vient de vivre, on peut s'interroger peut-être sur la pertinence d'une formation spécifique trop poussée. Alors c'est à contre-courant des mouvements qui ont en fait mené, notamment au Conseil national des barreaux, un certain nombre de réflexions, puisque ça fait à peu près 10 ans que le Conseil national, ou même plus, que le Conseil national des barreaux enchaîne réforme sur réforme pour contraindre, du moins inciter fortement nos confrères à se spécialiser. Or, on voit bien que la période qui vient de s'écouler remet peut-être en jeu cette vision. Donc, j'aimerais bien qu'on en discute et que peut-être Anne-Sophie, tu commences par prendre la parole sur ce sujet, puisque c'est en préparant cette table ronde, c'est toi qui nous as fait part de cette problématique. Oui, et je vous ai fait part de cette problématique parce que d'abord, au cabinet, nous avons des stagiaires avocats qui sortent de l'école. Et par ailleurs, je suis aussi cette question parce que ma propre fille sort de l'école. Bon. Donc, du coup, je me suis un peu plus intéressée à ce sujet. Et effectivement, il y a une tendance que tu rappelais, hein, qui est lourde, une tendance à dire qu'il faut se spécialiser pour vraiment aller dans une matière et passer M2 et autres diplômes. Et je crois que, bien sûr, il faut le faire, mais en réalité, et Pierre disait tout à l'heure, que les cabinets d'avocats, c'était des entreprises. C'est vrai. Être avocat, c'est aussi être un artisan. Il faut savoir manier l'ensemble des outils, il faut avoir vraiment une connaissance du métier et des matières fondamentales, et ensuite peut-être avoir cette spécialisation. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je crois que c'est important quand même aussi, on ne peut pas tout jeter et tout évacuer. Je crois qu'il faut avoir une spécialité, mais il ne faut pas oublier que cette spécialité, c'est un plus. Et qu'il faut au départ aussi avoir les bases. Et je fais le lien, si tu me permets Delphine, avec le sondage. Et la question qui était posée relativement à d'abord l'école qui serait une école commune aux avocats et aux magistrats, c'était une des questions qui était posée. Et la deuxième question aussi qui me paraît intéressante de rappeler sur ce thème, c'est la question qui concernait le fait de savoir s'il fallait qu'il y ait un lien entre les universités et le Conseil national des barreaux et le LB pour l'entrée dans l'école, c'est-à-dire pour voir quelles étaient les matières qui étaient finalement demandées par les cabinets et est-ce qu'il ne fallait pas prendre en compte ces besoins des cabinets pour définir les règles applicables au choix en fait, des élèves. Donc je pense que ces deux questions, c'est pas noir et blanc en fait, on n'a pas finalement de réponse à donner de manière tranchée. Il faut avoir un peu de bon sens et essayer de faire au mieux. Très bien. Jean-Jacques, oui, je voudrais rebondir sur ces sujets. Alors d'abord, il faut bien se souvenir quand même que la spécialisation, c'est dans nos gènes. Hein. La spécialisation, c'est dans nos précarés à nous, à la CE. Mais on est allé, tu as raison, et spécialiste en droit fiscal, c'est bien. Spécialiste en TVA immobilière, 16e Nord, immeuble neuf, bâti après 70, ça devient du stérile. Hein. C'est un non-sujet. Et en revanche, il ne faut pas retomber, parce que ça en est passé dans une perspective, il ne faut pas retomber dans le couteau suisse. Hein, ma grand-mère, la sainte femme, disait bon à tout, bon à rien. Et c'est vrai que quand on voit en commission des assurances ou en disciplinaire des confrères qui ont fait des fautes professionnelles
c'est juste parce qu'ils sont allés un peu trop largement dans des activités en oubliant un des principes de déontologie sur la réglementation d'exercice, c'est qu'on doit prendre un dossier que lorsqu'on est compétent et qu'on ne peut pas le prendre lorsqu'on sait, on devrait savoir qu'on n'est pas compétent. Et je reviens sur un sujet qui est très très important, qui est celui de la collaboration libérale. Celui de la collaboration libérale ou de la collaboration de façon générale, d'ailleurs, parce que ce soit libéral ou salarié, fondamentalement, c'est un peu quand même la même chose. C'est une relation entre un apprenti et son maître. Et oui, mais c'est ça la collaboration, hein. C'est du compagnonnage. C'est là aussi un des points extrêmement forts de notre activité. Aujourd'hui, la réflexion sur la collaboration libérale, elle est très, très focalisée sur le rattrapage de la collaboration libérale vers le salariat d'une façon générale. Et quand on regarde l'évolution de la réglementation de la collaboration libérale, on est en train d'accompagner un changement d'esprit que nous voyons, hein, chez nous jeunes et nous moins jeunes. Il y a un moment où le conflit vie privée et vie professionnelle a tendance à redevenir beaucoup plus prégnant qu'il ne l'était autrefois. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accompagner. Et le contrat de collaboration libérale, ça supposerait une vraie réflexion, mais complète. Donc là, je ne parle pas du contrat, la relation de collaboration entre un jeune et un moins jeune, et celle-là, elle doit être repensée, elle doit être revisitée, elle doit être, pardon, excusez-moi, elle doit être pensée en fonction d'une évolution et d'une évolution sur laquelle que la crise a complètement effacée. Oui, pardon. Tu vas me donner la parole. Que la crise a complètement effacé, c'est celle des logiciels experts. Aujourd'hui, les logiciels qui vous sortent une consultation, vous sortent une assignation, vous sortent des conclusions, ces logiciels existent et ils fonctionnent aux États-Unis. Plus fort. Ces logiciels existent et ils fonctionnent aux États-Unis. Ils vont arriver sur notre marché. Pour l'instant, on est un trop petit marché parce que les coûts de développement sont trop élevés, mais ils vont arriver. Ce qui veut dire que le jour où ils vont arriver, il y a une génération ou deux générations d'écoles qui vont être perdues. Je schématise, bien sûr, hein, je mets l'accent un peu trop fort dessus, mais pour moi, c'est une vraie préoccupation de savoir comment nous allons pouvoir concilier des logiciels qui sont des outils de productivité et des outils de sécurité avec la nécessaire évolution de la profession. N'oublions pas que nous sommes un des pays européens dans lequel le nombre d'avocats par centaines de milliers d'habitants est plus faible. Nous sommes 66 000 avocats à peu près, contre 150 000 en Italie, ou 170 000 en Italie. J'ai perdu le fil depuis le confinement, je ne sais pas comment ils ont progressé. Même chose en Espagne. Donc il y a encore de la place. Hein, mais cette place, il faut savoir la créer, il faut repenser la collaboration libérale. Ou la collaboration. Sophie? Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a vraiment un beau travail à faire sur la collaboration. Une chose qui m'a marquée et qui me marque dans cette période, parce qu'on parle souvent du avant-après, peut-être que même si tout n'est pas rose, on pourrait aussi parler de la période avec. Je pense que c'est une période qui est une vraie période d'accélération de la confiance, ou pas d'ailleurs. On a vu, certains managers au contrôle, c'est pas possible. Pendant la période du confinement, on ne pouvait pas manager au contrôle. On manage à la confiance. Et au-delà de ça, je pense que ça pose vraiment une vision, il faut avoir une vision différente. Souvent, on présente les collaborateurs d'un côté, les associés de l'autre. Or, on a vu avec cette crise qu'on était dans le même bateau. En gros, il faut que le cabinet tienne, il faut qu'on ait de nouveaux clients, il faut qu'on développe la clientèle. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il faut que les étudiants soient formés beaucoup plus tôt que dans les écoles d'avocats dès l'université aux soft skills, à la gestion, au management. Et je salue Paris Dauphine qui, en Master 1, a une unité soft skills qui permet donc très tôt aux jeunes de comprendre que les compétences comportementales sont importantes et d'être préparés au monde de l'entreprise. Et puis deuxième chose, je pense qu'il va falloir réfléchir à ce renouveau, à cette relation et présenter les choses différemment. Il n'y a pas les collaborateurs d'un côté, les associés de l'autre. On travaille tous pour un même projet. Ça demande
du côté des managers, ça demande de repenser le management. Et pour ça, je vous encourage il y a un atelier demain à 17h, je fais un petit peu un teasing, demain à 17h avec Jean-Marc Brûlé sur le management bienveillant. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Ça doit venir, en fait, on doit travailler des deux côtés. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire de part et d'autre. Et je suis désolée, je vais vous laisser parce que j'ai un atelier qui commence bientôt. Merci. Merci Sophie. William, tu voulais prendre la parole sur ce thème, hein? C'est le thème fondamental. Les jeunes, d'abord, je ne sais pas à quel âge on arrête, je ne sais plus, je ne sais pas pour moi je dis ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que la profession, elle a majoritairement moins de 40 ans maintenant. Donc les jeunes, c'est la majorité de notre profession. C'est le premier point quand même. Et puis c'est l'avenir. Donc la situation des jeunes, des collaborateurs en majorité, ou de ceux qui voulaient rentrer dans la profession, qui sont dans les écoles d'avocats, ou qui venaient d'y rentrer, qui viennent d'y rentrer, c'est le cœur même de notre profession et de son avenir. Donc c'est le sujet absolu fondamental. Tout ce qu'on a dit avant nous concerne, tout ce qu'on a dit sur la structuration des cabinets, des matières, etc., ça fait partie des formations qu'il faut avoir. Mais il y a plein de sujets. Premier sujet, c'est la formation. Je suis très partagé sur l'ultra-spécialisation. Je pense qu'elle est nécessaire. Je suis pour la spécialisation des avocats. Je suis spécialisé en la matière. Mais je crois qu'il faut aussi enseigner l'adaptabilité. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a eu un enseignement d'une matière qu'on va travailler de la même manière dans 5 ans ou dans 10 ans dans cette matière. Il ne faut pas que ça fige. Et on peut évoluer. On voit des confrères, je le vois moi-même sur des dossiers, on évolue avec ses clients. On va commencer sur une certaine activité, il y a beaucoup de cabinets qui ont évolué comme ça, qui ont commencé sur une activité précise, qui ont grandi avec un client qui est devenu une grande entreprise et qui ont élargi leur activité. On fait des signes, je ne sais pas ce que c'est. La régie, on est coupé, je parle dans le vide? D'accord. Et qui ont grandi avec leur cabinet. Donc il faut enseigner, je pense, cette adaptabilité sans perdre la compétence. Et le droit étant de plus en plus complexe, de plus en plus précis, on est obligé de se spécialiser. On n'est pas il y a 50 ans où il y avait un code de commerce qui était moitié moins épais, il n'y avait pas de code de l'environnement. Enfin, on n'est plus dans les mêmes raisonnements qu'il y a quelques années. On a un vrai sujet. Alors, j'ai pas un désaccord, j'ai une petite variation avec Jean-Jacques qui parlait de compagnonnage. Je suis totalement d'accord pour les premières années. Mais je crois qu'on a aussi des collaborateurs qui, au bout d'un certain nombre d'années, ont acquis une vraie compétence, qui ne sont pas forcément associés, soit parce qu'il y a une pyramide dans le cabinet qui ne peuvent pas accéder à l'association, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils le seront, mais encore plus tard. Et il y a une relation entre l'associé et le collaborateur qui n'est pas que le maître et l'élève, qui n'est pas que le compagnonnage, qui est une belle idée. Hein, maître, je réagissais parce que le maître, ça fait un côté un peu grand chef, ça pouvait être perçu comme condescendant de la part des jeunes, mais c'est très beau le compagnonnage. Non, mais il y a aussi une autre relation, c'est que l'immense compétence de nos collaborateurs, c'est ce qui nous permet aussi de sortir et d'aller chercher des clients. Il y a une répartition des rôles et des tâches. Et là, il y a un travail, comme disait Sophie, un travail d'équipe. Il y a quelque chose qui est plus loin que le compagnonnage ou qui vient de compléter, je pense, et qu'il faut qu'on approfondisse. Alors, dernier point, on a une année blanche. On a une vraie année blanche, enfin, on sait, il y a quasiment plus de recrutement. On reçoit des demandes de stage, c'est difficile, il y a plein de cabinets qui prennent plus de stagiaires, plus de collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me dis qu'on ne peut pas, alors qu'on a un besoin de droit dans la société, se permettre d'avoir cette année blanche et d'avoir cette génération perdue. Ils ont le droit de s'installer. On a beaucoup discuté sur le fait qu'il fallait d'abord être collaborateur, est-ce que ce n'était pas dangereux de s'installer. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Il y a peut-être un accompagnement qu'on peut faire, se réunir avec ces jeunes qui arrivent, se réunir et donc trouver un moyen de les aider à créer peut-être leur activité dans ces périodes étranges, créer leur activité, se lancer avec, on avait parlé de mentoring, etc. C'est peut-être le moment de renforcer ça. S'ils ne peuvent pas être embauchés, ça ne veut pas dire qu'ils ne trouveront pas de clientèle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas développer si on les accompagne. Il y a peut-être une réflexion à faire. Et
Et puis le dernier point, c'est le contrat de collaboration. À la CE, on en parle très régulièrement. Nous avons eu un président de la CE, Jacques Barthélémy, qui avait prôné la révision complète. C'est vrai qu'on a rapproché, que ça a été des grands débats. Ces dernières années, on a toujours orienté les débats sur la collaboration, sur le fait de caler la collaboration libérale sur la collaboration salariée. On a peut-être fini par perdre de vue ce qu'était une collaboration libérale. Et en même temps, il faut être aussi honnête, il faut être réaliste, les collaborateurs libéraux sont en situation de précarité. Enfin, c'est aussi l'intérêt du cabinet de ne pas prendre en contrat salarié, ça coûte moins cher. Je me suis posé la question, moi, pendant la période de confinement, et si je les avais salariés, les collaborateurs, maintenant ils ont même le droit d'avoir une clientèle personnelle en étant salariés, donc il n'y a aucun frein de leur côté. Ils peuvent quand même développer, on a le droit. Alors, pourquoi est-ce que je les salariés pas? Si jamais j'ai un problème, un bug, je les mets en chômage partiel. Réponse d'une consoeur qui est spécialisée en matière sociale, elle me dit très bien, mais tu as 30% de plus à payer là-dedans. C'est ça aussi le frein. Donc c'est dans l'intérêt des patrons aussi de ne pas les salariés. Et eux, ils sont en situation de fragilité. Donc, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je suis très favorable à l'assurance perte de collaboration généralisée. Je suis très favorable à ce qu'on se donne les moyens de sécuriser les collaborateurs, qu'on se donne les moyens de les rassurer sur leur avenir, de les pérenniser. Ça n'empêchera pas, c'est pas parce qu'on se sent en sécurité qu'on devient un mauvais dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne développeront pas leur clientèle, qu'ils n'auront pas un esprit entrepreneurial. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut tout à fait sécuriser et être entrepreneur et avancer. Je pense que c'est un besoin général. Donc, ça fait des parties des points qui étaient évoqués. Je ne sais plus quelle était la majorité dans le sondage, mais je pense qu'on peut avancer dans ces sujets-là sans perdre l'ADN de la CE qui essaie d'entreprendre. Je te rejoins tout à fait, pardon, je te rejoins tout à fait sur ce sujet. Tout à fait. Il y a la sécurité qui est une chose et qui est un problème grave, on l'a vu. On l'a vu dans un certain nombre de cabinets où on a vu des contrats de collaboration être rompus pratiquement d'heure à heure. C'est intolérable. C'est terrible. Intolérable. C'est pas une question de récolte, c'est juste un truc qui est dans notre serment, qui s'appelle la confraternité et l'honneur. C'est juste des situations qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Mais le sujet de la collaboration libérale, c'est d'arriver à maintenir ce qui est quand même l'outil principal de formation des jeunes, parce que, qu'on le veuille ou non, notre école, je ne dirais pas pour polémique sur ce sujet, mais notre école n'est pas nécessairement la meilleure des réussites. Et elle pourrait l'être, elle évolue comment? Ça bouge. Ça bouge, je sais que ça bouge, mais heureusement. Mais c'est quand même dans nos cabinets que les jeunes apprennent le métier. Alors effectivement, les collaborations, c'est quelque chose qui dure, mais c'est pour ça qu'il faut mettre le problème complètement à plat en se posant les vraies bonnes questions, c'est-à-dire à quoi ça sert, et ne pas avoir une réaction de crise. On a supprimé le stage en 2008 ou 2010, je ne sais plus, parce qu'il y avait eu, je sais, j'étais au Conseil national à l'époque quand on l'a fait, je l'ai voté, donc j'assume, comme dirait l'autre. On a supprimé le stage. Pourquoi? On a supprimé le stage parce qu'il y avait une crise et qu'il y avait 60% des jeunes sortent d'une promotion de l'EFB qui n'avaient pas trouvé de collaboration. Voilà. On a répondu, on a donné une réponse structurelle à une question qui était conjoncturelle. Et aujourd'hui, de grâce, nous ne faisons pas ça. Et je reprendrai juste un mot. Ce n'est pas une année blanche, c'est au contraire une des années les plus riches d'expériences que nous ayons vécues. Pour ceux qui sont en place. Mais justement, c'est de notre responsabilité, et je crois que Jean-Jacques a dit le terme essentiel, il a parlé de confraternité. Et en réalité, pour moi, c'est vraiment ce qui doit guider notre comportement vis-à-vis des jeunes qui arrivent. Nous, actuellement, on essaie justement parce qu'on restructure notre offre pour tenir compte de la situation. Donc, on restructure, on essaie aussi de compléter la ressource humaine au cabinet, et on est dans un dilemme absolu. C'est-à-dire qu'on
on reçoit des gens, des bons CV qui d'habitude étaient pris et qui arrivent chez nous, mais on a la crainte effectivement de la conjoncture. On se dit, mais au fond, moi j'ai qu'une envie, c'est d'avoir 5 ou 6 talents extraordinaires chez moi et de les faire travailler. Mais c'est vrai que compte tenu de la situation économique actuelle et de l'incertitude qui pèse sur au moins un semestre pour 2021, eh bien, c'est compliqué. Et je dois avouer qu'à titre personnel, ce qui me ferait pencher, c'est si je retournais à l'esprit même de notre profession, c'est-à-dire à ce socle de confraternité. Et je me sens d'une certaine manière responsable d'avoir à jouer ma part aussi, quitte à baisser ma rémunération. Donc ça, c'est vraiment une réflexion que je mène actuellement au bureau, et c'est ce que j'ai dit à mes associés. Je leur ai dit, écoutez, c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde, on a une incertitude, mais je serai prête à baisser ma rémunération pour faire en sorte que nos confrères, faire en sorte d'accueillir des talents qui sont là, qui errent, parce qu'il y a beaucoup de talents qui errent en ce moment. Et c'est dommage, et alors qu'on est effectivement dans une année difficile, mais extrêmement riche en expérience, et pour qui veut bien se donner la peine de réfléchir, eh bien, sera forcément la source d'un renouveau et d'une croissance importante. Non pas tout de suite, peut-être pas au 31 décembre 2021. Et moi, je suis persuadée qu'on en sortira. Et d'abord, l'histoire nous le dit que souvent après les grandes crises, il y a des grandes phases de croissance. Et je ne vois pas pourquoi nous y échapperions cette fois-ci. Donc, vraiment, c'est vrai que revenir à cette confraternité dans nos réflexions vis-à-vis de nos collaborateurs, des stagiaires et de nos futurs confrères me semble essentiel. Essentiel, et ça fait relativiser beaucoup les enjeux économiques. En tout cas, moi, je sais que ça marche sur moi. Après, peut-être que tout le monde n'est pas... Et la CE, et la CE Delphine est justement là pour justement essayer de travailler en ce sens. Et tu évoquais, William, le mentoring qui avait été lancé il y a quelques temps, c'est pas si lointain que ça non plus, mais je pense que c'est peut-être l'occasion de repartir à la bataille et de créer au sein de la CE une cellule confraternité et collaboration pour faire la synthèse. Si on replace la réflexion, si on replace la réflexion de la collaboration sur un terrain déontologique, la vraie déontologie, parce que la confraternité, ça c'est de la déontologie, on part sur de bonnes bases. Et c'est vrai que c'est intolérable que les collaborateurs, notamment outre-Manche, et pas outre-Manche et outre-Atlantique, que les collaborateurs aient servi de variable d'ajustement. Il y a des cabinets qui ont fait des coups sombres. Ça ne peut pas être la variable d'ajustement. Après, humainement, confraternellement, socialement, je suis évidemment d'accord. C'est coupé du jour au lendemain était terrible, était monstrueux. Je pense, comment expliquer, c'est pas le côté médiation, c'est pas le en même temps, ça n'excuse pas, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on venait pour une partie de la population des avocats qui avaient souffert de la grève sur la réforme des retraites. Je suis pas sûr que tous avaient cette variable d'ajustement sur leur propre rémunération. On vient dans une population d'avocats qui est en partie sinistrée après des mois de grève, plus d'activité, plus d'argent, plus de rentrée, rien, zéro. Et qui avaient peut-être continué à payer leurs collaborateurs pendant cette période-là, et qui se sont retrouvés avec le confinement où c'était plus possible. Je ne dis pas que ça excuse le jour au lendemain, mais je ne voudrais pas qu'on soit trop dans les nantis qui, voilà, je me mets avocat de la défense. Je pense que dans cette situation de rupture brutale, il y a peut-être aussi parfois une immense souffrance de la part de celui qui a mis fin au contrat. Et il y a une partie de la population des avocats qui a pris ça. Et moi, je m'inquiétais non seulement du confinement, mais il y a aussi le mois d'août qui est arrivé. Et le mois d'août est quand même un mois creux souvent, surtout pour les activités juridictionnelles. Donc il y a eu la grève, il y a eu le confinement, on revient au mois de juin, et paf, en août ça s'arrête encore. La rentrée qui est difficile va être difficile. Voilà. Donc je n'excuse pas les comportements anticonfraternels, et je voulais juste cette petite pensée pour des confrères qui sont, à mon avis, en situation terrible. Alors, j'ai ouvert, pardon, je sais que sur l'écran, c'est peut-être gênant pour vous,
C'est le seul moyen que j'ai de voir le chat et de pouvoir répercuter. Il y a une réflexion que je trouve intéressante parce que je pense qu'il ne faut pas ignorer les impacts régionaux ou pas de la crise, c'est-à-dire Paris-Province. Loïc Richard de Montpellier, qui est notre président de la CE Bourgogne, dit une chose intéressante. Il dit il faut que les jeunes confrères n'hésitent pas à oser rejoindre les cabinets hors des grandes métropoles qui ont des besoins. Et précise-t-il, en plus, on peut encore aller au resto après 21h. Il a raison. Donc, je crois que c'est. Alors, moi qui suis souvent entre Paris et Marseille, et qui n'ai pas cessé de l'être depuis les 6 derniers mois, il est vrai que Paris, en France, c'est quand même triste, c'est-à-dire difficile, c'est compliqué. Donc, j'aimerais peut-être que vous me fassiez part, l'un et l'autre, Anne-Sophie aussi, de votre appréciation, et ça nous permet aussi, très certainement, de relancer un tout petit peu de débat. Il nous reste un peu plus de 10 minutes avant la fin de notre plénière, sur l'organisation de l'espace de travail, la réorganisation de l'espace de travail. Parce qu'on a très bien vu tous ceux qui avaient la chance de pouvoir aller en province s'isoler pendant le confinement et ceux qui n'avaient pas cette chance. La manière dont ça a peut-être impacté l'organisation des travaux de vos associés ou de vos collaborateurs et la manière dont ils ont exprimé, j'allais dire, dans leur retour au travail, leur expérience entre la province et Paris. Donc, ça m'intéresse pas mal que vous puissiez peut-être... alors, il y a des Parisiens, je suis la seule provinciale à cette table. Et Pierre, pardon, oui, Pierre qui est à Bordeaux. Pierre, d'ailleurs, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas à Oui. citer. Donc, sur cette question-là, peut-être, qui souhaiterait prendre la parole? Je peux. Un seul Parisien qui ne se soit pas dit pendant le confinement ou en retour de confinement, j'ai une vie d'imbécile et si je pouvais passer la moitié de la semaine dans une maison avec de l'herbe et un jardin et travailler, faire des visioconférences ou dans un riad ou autre part, ma vie serait peut-être plus agréable. C'est vrai que le confinement à Paris n'a pas forcément été idéal, c'est pas les mêmes conditions. Après, en province, tout le monde n'a pas non plus une maison avec un jardin, tout le monde n'a pas. Voilà, les conditions de vie ne sont pas forcément plus agréables. Mais c'est clair qu'il y a une très belle activité en province, il y a de très beaux cabinets. Donc les jeunes qui cherchent, qui n'hésitent pas, je pense que c'est clair qu'ils peuvent avoir un très bel avenir. Il y a de beaux cabinets d'affaires, parce qu'on est à la CE, il y a des beaux cabinets d'affaires là-bas. Je crois qu'il faut, voilà, on a une vision territoriale de la profession qui est un peu plus fermée que la réalité de notre activité. Je vais plaider en province, j'ai des clients qui sont partout en France, on a des confrères de province qui, quand les transports ne sont pas limités, viennent peut-être quotidiennement à Paris pour rencontrer leurs clients. La vision change les choses. Notre territoire, il n'a plus de frontières, il n'a plus de limites. Donc en réalité, il faut, où qu'on soit, on peut travailler et travailler très bien. Je pense aussi que l'époque où on allait voir un avocat parisien parce que ça rassurait, c'est peut-être une légende que les Parisiens ont lancée. Il y a des dépaysements parce que quelquefois c'est un peu compliqué par les proximités, mais je pense que voilà, on peut vraiment bien travailler de partout et que cette territorialité, elle doit s'estomper. Très bien. Alors, il y a un point juste que je voudrais souligner, c'est que grâce à la mise en place de la visioconférence et des outils pour permettre justement de faire des réunions visibles dans toute la France, et notamment pour les commissions et les sections, eh bien, on a vu qu'il y avait une ouverture formidable de nos formations pour la CE. C'est-à-dire qu'on était longtemps dans l'idée, on a mis longtemps en fait avant d'aboutir à cette solution. On a mis en place une caméra, enfin un écran qui est ici. Et puis là, tout d'un coup, avec la crise sanitaire, ça s'est totalement mis en place. Donc maintenant, toutes nos commissions font des réunions en visioconférence qui sont visibles partout en France.
Donc ça permet aussi, d'ailleurs parfois elles sont organisées dans les régions et visibles de Paris aussi, inversement. Hein, ça ne va pas que dans un sens, ça va aussi dans le sens des régions entre elles, des régions avec Paris. Et ça, je pense que c'est un point finalement positif pour la CE, en tout cas, de cette crise. Je suis tout à fait d'accord parce je crois que, enfin moi, les retours que j'ai eus sur nos représentations régionales, c'est que jamais on avait été aussi proches les uns des autres tout en étant chacun chez soi enfermé. Donc, ce qui est assez antinomique, mais ça a été le sentiment partagé. Pierre Grammage souhaite prendre la parole à ce sujet. Oui, merci, merci Delphine. Non, ce que je voulais dire, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences Paris-Province finalement sur le mode d'exercice. Les difficultés de télétravail sont peut-être un peu moins flagrantes, je dirais, en province, mais globalement, je pense que ça s'est passé à peu près de la même manière, avec en effet les enfants qui courent derrière pendant la visio, avec le verre qui est cassé. Enfin bon, peu importe, c'est pas vraiment à mon avis le sujet. Je voulais juste peut-être évoquer la question des avocats en difficulté post-Covid et post-période de grève. En fait, on a été très surpris, nous, à Bordeaux, sur le fait que assez peu de confrères avaient utilisé les systèmes, les mécanismes de soutien financier que nous avions mis en place. Très peu de confrères y ont eu recours, finalement. On a les enveloppes qui ont été débloquées à la fois par l'Ordre et par la CARPA n'ont pas été complètement épuisées. Je ne sais pas quel est ce qui se passe à Paris et dans les autres barreaux, mais ce serait intéressant. On avait mis en place également, et j'avais été chargé par les bâtonniers de mettre en place une commission en fait de mandat ad hoc pour soutenir les confrères en difficulté très en amont et les aider à mettre en place un plan d'appurement de leurs dettes. On avait sollicité tous les mandataires de la place sur des tarifications extrêmement basses pour nous assister et on n'a pas eu un seul dossier sur 1800 avocats, ce qui est extrêmement surprenant. Alors, est-ce qu'on est dans cet effet retard que l'on va aussi peut-être percevoir dans l'économie au global parce que tout le monde est un peu sous perfusion? Je ne sais pas. Les confrères ont eu peu recours au PGE également à Bordeaux, en dehors des cabinets relativement significatifs. Les petits cabinets, entre guillemets, n'ont pas eu recours aux prêts garantis par l'État. Moi, je me questionne beaucoup sur, encore une fois, la bombe à retardement des difficultés financières des barreaux et des confrères dans les mois à venir. Mais en tout cas, aujourd'hui, je parlais de résilience à nouveau tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a comme un petit bas de laine, si je puis dire, qui permettait d'amortir le choc de cette crise. Et je ne sais pas ce qu'il en sera dans les mois à venir. Mais j'aimerais bien avoir aussi un petit peu l'écho de ce qui s'est passé à Paris sur ce sujet. Voilà, merci. À Paris, je pense que les PGE ont été assez bien mis en place et que parisienne traditionnelle des avocats ont joué le jeu de façon à peu près convenable. Mais cette question des avocats en difficulté est un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel je ne suis pas certain que notre profession ait épuisé complètement sa force de lobbying. Je sais bien qu'on a une moins grande que certains restaurateurs, moins grande gueule que certains restaurateurs, mais on est complètement absent de toute aide. Et lorsque, dans un certain nombre d'entreprises, on a mis les salariés en chômage partiel, nous, on a pu le faire pour les secrétaires, pour un certain nombre d'autres fonctions non indispensables. En revanche, il n'y avait aucun dispositif de même nature qui permettait de gérer la diminution d'activité dans certains cabinets. Et ça, c'était... je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas malheureux d'avoir été élu bâtonnier pour gérer cette période. Mais voilà, je suis certain qu'on ait bien joué le jeu.
Juste, mais en 30 secondes, parce qu'on a le projet à la fin, je crois. Je ne suis pas sûr que tous les cabinets d'avocats, que tous les avocats, pardon, soient constitués, soient structurés en entreprise, en société, qui étaient à même de demander un PGE. Donc je pense qu'il faut aussi rappeler que ce n'est pas parce qu'on exerce en seul ou avec peu de monde qu'on n'est pas en capacité de créer une société. Il y a d'autres dispositifs en plus du PGE qui ont été lancés dans certaines régions. On en avait parlé avec Delphine. Paris et Auvergne-Rhône-Alpes, je crois, ont lancé le 100% digital qui permet d'avoir 50 000 € juste avec une attestation de l'expert comptable à taux zéro, 2 ans de délai avant d'avoir à rembourser quoi que ce soit et ensuite 5 ans pour payer. Donc 50 000 € sur 7 ans à taux zéro, franchement, tous les avocats et surtout les petites structures devraient y recourir. Et c'est en plus du PGE. Donc, mais en effet, il n'y a pas eu, je n'ai pas l'impression, à part des avances d'AGI pour ceux qui sont concernés, il n'y a pas eu d'aide de l'État pour la profession d'avocat. Mais les avances pour l'aide judiciaire, c'est quand même important. Oui, mais je crois qu'il y a peu de recours, et puis ça concerne ceux qui font de l'AGI. Ça concerne ceux qui font de l'AGI. Ce qui n'est pas la totalité de la profession d'avocat. Par important, peut-être, mais pas la totalité. Pour vous donner un exemple de province que je connais, qui est celui du barreau de Marseille, sachez que en réalité, jusqu'au début du mois d'octobre, il y avait très peu de demandes de secours, une dizaine, alors qu'il y a des fonds qui ont été débloqués à cet effet. Mais le bâtonnier nous a dit avant-hier en Conseil de l'Ordre que, en revanche, là, depuis début octobre, il y avait une croissance significative des demandes d'exonération des cotisations ordinales, bien plus que c'est le cas pour les années précédentes. Et donc, il va y avoir. Et je sais aussi qu'à la CNDF, il y a beaucoup de demandes de confrères sur l'ensemble du territoire, et encore plus depuis le mois de septembre, pour bénéficier du secours, de la caisse de secours de la CNDF. Donc, je pense effectivement qu'on n'est qu'au début. Oui. Ça va être compliqué pour tout le monde, et qu'il va falloir que nous soyons solidaires et forts. Donc, merci à tous. Vous avez été jusqu'à plus de 200 à suivre cette plénière. Je vous remercie. Surtout, vous êtes restés tout au long. C'est-à-dire qu'on a commencé à 160, à une centaine, et puis c'est monté jusqu'à 200, et que vous êtes donc restés connectés. C'était un plaisir. Pour nous, c'était inédit, une expérience avec du recul pas si compliquée, mais qui nous a quand même pas mal stressé en amont. Donc, merci à tous. N'oubliez pas de vous connecter sur les 2 prochains jours aux ateliers. Je rappelle que demain, nous avons 2 plénières qui sont en partie présentielles à la Maison du Barreau de Paris. Que pour ceux qui le souhaitent et qui sont présents, il reste encore des places dans l'amphithéâtre. 2 plénières politiques, une d'ouverture avec des interventions d'acteurs majeurs du droit et de l'économie. Et puis l'après-midi, une plénière politique où on réfléchira encore sur nos activités, peut-être avec une vision plus macroéconomique, puisque la table de ce matin se voulait être pragmatique. Bonne fin de journée à tous, et écoutez, que la force soit en vous. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, oui. On est monté jusqu'à 213. Est-ce qu'on est